C'est un terrible et effroyable drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame qui va nous mener en Suisse. Ce n'est pas si courant que cela, mais aussi en lointaine Malaisie, sur l'île de Bornéo. Car c'est dans ce pays d'Extrême-Orient que disparaîtra, au cours de l'année 2000, cette activiste écologiste helvétique plus que convaincue. Son seul tort, une fois sur place là-bas, avait été de s'opposer à la déforestation intensive dont le programme est largement soutenu, fuse illégalement par les autorités régionales et nationales, possiblement corrompues, et de puissants lobbies internationaux à qui rien ne semble faire peur. Alors, voyons aujourd'hui, avec les informations vérifiées dont nous disposons, les articles de presse que nous avons pu consulter, les ouvrages parus sur ce sujet, dans quelles circonstances Bruno Menzer a pu disparaître mystérieusement, car ce fut le cas, sans jamais donner de nouvelles. Bruno Menzer est né le mercredi 25 août 1954 à Bâle, en Suisse. Dans la fratrie, il a 3 sœurs et 2 frères et passe une enfance heureuse et, somme toute, insouciante. Libre penseur, un peu rêveur, il a du mal à se plier aux contingences, qu'elles soient familiales ou sociales. C'est son mode de vie. C'est ainsi que pour faire plaisir à ses parents, il accepte d'étudier la médecine, mais il n'est pas convaincu. Il n'exercera pas dans un cabinet bâlois ou genevois, ça non. Tout simplement, ce n'est pas son truc. Déjà rebelle dans l'âme, pacifiste convaincu, il passera 3 mois en prison pour refus d'effectuer les périodes obligatoires de service militaire suisse. Et les autorités helvétiques ne badinent guère avec ce refus. Ce sera sa période noire du début de l'année 1973. Il a alors 19 ans. Il quitte la famille et rompt définitivement tout lien, étouffant sous les normes, contraintes et réglementations. Il veut être libre. Très rapidement, il sent qu'il a, au fond de lui, la fibre écologique. Ce sera en quelque sorte le fil conducteur de sa vie. 12 ans durant, il va errer sur les alpages suisses, où il sera berger et vacher dans différentes exploitations. C'est durant cette longue période de solitude qu'il va s'intéresser aux arts manuels, thérapeutiques, et à la spéléologie. Il se découvre une âme de touche à tout. Il apprend à poser des briques, à sculpter le bois, à tailler le cuir, à garder des troupeaux, à suivre les abeilles dans leurs ruches, à tisser, à teindre, à couper lui-même ses vêtements et ses chaussures. Il fait aussi beaucoup d'alpinisme et d'escalade, grisé par les défis et les sommets. Bref, il mène alors une vie de moine, frustre et solitaire, proche de la nature, ayant au final peu de besoins, goûtant au plaisir simple que cette nature dont il est si proche lui offre. Et cela va l'occuper 12 années durant. En 1984, alors qu'il a tout juste 30 ans et qu'il est encore un idéaliste, il décide de s'envoler pour Bornéo, dans l'optique de mener là-bas
Toujours au plus près de la nature, c'est une constante désormais chez lui, une vie plus simple. Précisons que Bornéo est une grande île d'Asie du Sud-Est, politiquement et géographiquement partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Ce n'est pas si simple et des tensions règnent en permanence sur les 20 millions d'habitants de cette île écartelée au relief défavorable et au climat équatorial capricieux. À Bornéo, justement, où le climat tropical est chaud et humide toute l'année, favorable à la croissance de la végétation, l'activité principale de l'île est, outre le tourisme déjà bien développé sur les côtes, l'exploitation de l'huile de palme, véritable sésame vert que permet la déforestation et la vente de bois précieux dans le monde entier. Dès son arrivée à Bornéo, Bruno Menzer, en apôtre charismatique qu'il est, s'intégrera assez facilement au peuple pénan, dans la région retirée et isolée du Sarawak, placée sous juridiction malaisienne, où il s'oppose déjà aux entreprises d'exploitation forestière. Mais cela n'a pas été simple. C'est au début de son séjour en 1984, tout en étudiant les forêts tropicales, que Bruno Menzer avait appris l'existence d'une tribu de nomades appelée les Pénans. S'étant renseigné et documenté à leur sujet, il décide aussitôt d'essayer de vivre avec eux pendant quelques années et se rend donc dans l'état du Sarawak, dans l'est de la Malaisie, sur l'île de Bornéo, toujours au cours de l'année 1984, avec un simple visa touristique. Il s'y rend dans l'optique de trouver l'essence profonde de l'humanité et les peuples qui vivent encore proches de la nature. Cela le comble et semble même donner un but à sa vie d'errance. Il songe à se fixer là, comme d'autres scientifiques l'ont déjà fait à travers le monde. Après quelques mésaventures qui auraient pu s'avérer fatales tout de même, sérieusement malade, mordu par un serpent, perdu plusieurs jours en montagne, commençant même à désespérer, Bruno Menzer trouve finalement les Penans, installé près de la source de la rivière Lengbang à Long Sheridan, en mai 1984. Initialement, les Pénans tentent de l'ignorer, car il reste un intrus dont un danger potentiel pour eux. Peuple méfiant de tout, même quelque temps après, il l'accepte en tant que membre de leur famille. Pour lui, c'est une immense victoire. Bruno Menzer apprend vite les techniques de survie dans la jungle et se familiarise sans problème avec la culture et la langue des Penans. Huper Lengbang, le chef du clan des Penans, qui se nommait Along Sega, devient son mentor. Durant son séjour au sein du peuple Penan, Bruno Menzer adoptera intégralement leur mode de vie. Il s'habillera avec un pagne, chassera comme eux, avec une sarbacane, et mangera des primates, des serpents et du sango. Lui se sent intégré. Sa décision de vivre comme un membre des Penans, une fois connu en Europe et en Occident, car il l'a fait savoir, fut vite ridiculisée. On se plut à le surnommer le Tarzan blanc. Mais cela ne le touche guère, car au sein de la tribu des Penans, Bruno était surnommé l'Aki Penan, soit l'homme Penan, ayant gagné le respect de la tribu qui l'avait adopté. Pour lui, c'était un très grand honneur, les Penans n'adoptant que très rarement des étrangers à leur peuple. Bruno fit connaître son intégration en dessinant beaucoup, car là encore, il était doué. Il fit également près de 10 000 photographies et dessins durant les 6 années de son séjour, parmi eux entre 1984 et 1990. Plus tard, ces dessins ont été publiés par la maison d'édition suisse Christophe Merian. Bruno Menzer enrichit aussi ses souvenirs par la création de nombreux enregistrements audio, des traductions des histoires et du folklore que lui racontèrent les anciens du peuple Penan.
Il affirma que les Penans n'avaient été ni querelleurs ni violents durant toute la durée de son séjour. En août 1984, Bruno Menzer va se rendre à Kota Kinabalu, dans l'état du Sabah, afin d'obtenir un visa pour visiter toute l'Indonésie. Avec ce visa, une fois délivré, il se rend dans l'état voisin du Kalimantan, puis traverse illégalement la frontière pour retourner à Long Sheridan, dans le Sarawak, là où vivent toujours les Penans. Son visa malais expire cependant le 31 décembre 1984 et il le sait. Et ici comme ailleurs, le temps passe vite. Alors un dilemme s'ouvre à lui. Rester ici en Malaisie, près de ce peuple qui l'a littéralement adopté, mais ce sera dans la clandestinité avec tous les dangers que cela peut représenter, ou retourner en Europe. On se doute bien, avec un peu de recul, du choix que Bruno Menzer a dû faire. Car il n'a jamais repris l'avion de façon durable pour revenir s'installer sur le vieux continent. Pour lui, c'eût été une régression. Devenu très vite le porte-parole de ce peuple meurtri dans sa chair et qui se défend mal, il organisera de 1984 à 1990 plusieurs manifestations d'opposition, notamment des barrages routiers. Face à lui et à ce peuple, juste habillé d'un pagne, se déplaçant pieds nus, il y a des bulldozers et des tronçonneuses. Leur combat, c'est David contre Goliath, mais là David va perdre. Il n'aura de cesse de voyager entre la Suisse, son pays d'attache, où il passera toujours de courts séjours, et la Malaisie, son pays de cœur, où il passera l'essentiel de son temps. Là aussi, où il a centré ses luttes contre l'exploitation intensive des forêts, qui permet notamment la production massive d'huile de palme ou l'exportation d'essences de bois rares et précieuses, très recherchées. Malheureusement, la déforestation des forêts primaires du Sarawak commença et s'intensifia même durant le séjour de Bruno Menzer parmi le peuple Penan. En conséquence, les Penans souffrirent gravement de la contamination des eaux, jusqu'à limpide et fraîche, et de la disparition progressive des animaux que cela entraînait. Rappelons, et c'est important pour la bonne compréhension des choses, que ce peuple ne vivait que de cueillette et de chasse. Bruno Menzer travailla main dans la main avec Along Sega, le chef de la tribu des Penans, pour lui enseigner l'organisation de barrages routiers, des opérations de retardement pour les déforesteurs. Bruno organisa son premier blocage en septembre 1985 et poursuivit sans relâche. En 1989, il fut sévèrement mordu par un serpent de la famille des vipères classées venimeuses. Mais il fut en mesure de soigner lui-même la morsure, sans doute grâce aux techniques naturelles apprises chez les Penans. Il contracta également le paludisme, à vivre dans la jungle, mais là encore, il n'en mourut pas. Mais en 1990, menacé de mort en raison de son engagement trop violent, il doit quitter la Malaisie pour un temps. De retour en Suisse, il s'investit courageusement là-bas aussi dans l'activisme pour la préservation des forêts tropicales et pour les droits humains des peuples autochtones, en particulier le peuple des Penans, qu'il avait adopté jadis. Il fonde l'ONG suisse Bruno Menzer Fonds en 1991.
On pouvait effectivement craindre pour Bruno Menzer. Son engagement fort, qualifié en Malaisie de révolutionnaire, le met de facto hors la loi et hors toute possibilité de discussion ou de transaction. Disons aussi que les coutumes, les lois et l'organisation administrative malaisienne, en général, n'offrent rien de comparable avec ce que nous connaissons en Europe et en France. S'attaquer seul, nanti de son grand courage et de sa seule force de conviction, à des multinationales puissantes, quasi inattaquables, protégées, pouvait dès lors apparaître sinon utopique, au pire suicidaire. Cela ne le découragea pas. Mais n'est-ce pas là ce qui défait l'essence même des grands idéalistes ? Bruno Menzer a été accusé par le gouvernement d'organiser de nombreux barrages sur des routes servant au transport du bois de coupe, en l'absence de preuves, et qui a eu des effets positifs en protestant à Tokyo et en Europe à propos du caractère inhumain de l'industrie de coupe de bois tropicale. Il survolera en ULM, non sans risque, la résidence du Premier ministre de Sarawak en 1999 pour faire entendre la cause des pénants. L'impopularité notoire de Bruno Menzer auprès du gouvernement local de Sarawak et des compagnies commerciales d'exploitation forestière telles que Saling Plywood, mais il y en a des dizaines d'autres, connus pour leur intimidation sans limite et la violence pratiquée comme méthode pour effrayer des gens comme Bruno Menzer, qui tenteraient de s'opposer à eux, font évidemment naître des soupçons sérieux quant aux circonstances de sa mort, bien que rien n'ait encore été prouvé. La preuve d'ailleurs sera difficile à mettre en lumière, tant ces compagnies forestières sont bardées d'avocats, de gardes du corps et semblent, mais restons toujours prudents à ce stade, jouir d'une certaine impunité dans le pays. Quelques rares expéditions et des opérations de recherche officielles conduites par les autorités régionales s'avéreront hélas infructueuses. D'ailleurs, nous ne savons pas comment elles ont été conduites, dans quelle région et pendant combien de temps. Sachons aussi qu'une disparition ici à Bornéo n'est pas traitée sur le plan administratif et judiciaire, comme en Occident et en France. Bruno Menzer est le sujet de nombreux films documentaires. Blue Pip Against Bulldozer, Tung Tana, En Reza Tilt Borneo Ir. Steven Spielberg aurait même envisagé de produire un film sur sa vie, mais finalement cela n'a pas abouti. Le dernier documentaire sur son parcours de vie est le film intitulé Bruno Menzer, Laki Penang de Christophe Kuhn, qui a été diffusé à partir de 2007. Et Jean Bertolino s'est grandement inspiré du personnage de Bruno Menzer pour camper son héros Julieke Gervanek dans son livre intitulé Chaman. De la même façon, en publiant Règlement de compte à Bornéo en 2007 et après avoir séjourné à Bornéo, le journaliste Patrick Galland a relancé la polémique sur la disparition mystérieuse de Bruno Menzer. Le film Bruno Menzer, La voix de la forêt tropicale, produit par le réalisateur suisse Niklaus Hilbert, est sorti en 2019, raconte l'histoire de Bruno Menzer avec une trame chronologique et fidèle. Après 9 ans d'investigation sur la vie de Menzer à Bornéo et sur sa disparition inquiétante, c'est en septembre 2019 que les photographes Isabelle Rick et Christian Tosch-Terman sortent conjointement le très bel ouvrage « Lettres à Bruno Menzer », paru aux éditions Stern et Drang. Un ultime ouvrage va paraître en 2020, Bruno Menzer, La voix de la forêt, écrit par Ruedi Sünter, un auteur congolais et suisse, spécialisé dans l'étude des populations indigènes. L'ouvrage est préfacé par Wade Davis et traduit en français par Marie Boudosier.
Ça fait 2 ans que je me cache dans la jungle. Je suis maintenant coupé de tout. Il y a des militaires partout. Ils sont sur mes traces. Ils essaient de me capturer, mais c'est pas facile pour eux. C'est dur de vivre dans la jungle, comme les pénanes, quand on n'est pas habitué. Et c'est encore bien plus dur quand on est traqué par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais pris? Ils me puniraient. Je ne sais pas vraiment comment, mais les policiers ont dit aux pénanes qu'ils me descendraient s'ils me trouvaient. À ce jour, Bruno Menzer est toujours porté disparu. C'est la fin de cette tragique affaire. J'espère qu'un jour, on saura ce qui est arrivé à Bruno Menzer. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.